C'est fin 1956, après l'arrestation des leaders algériens, que je découvre cette photo. Je crois encore à des bavures, mais je ne comprends pas que nos élites ne sanctionnent pas les officiers responsables de ces atrocités. Naïf, je n'imagine pas que les autorités couvrent les militaires afin de garder l'Empire français. Autant je réagis aux exactions, autant je ne saisis pas la gravité d'une mesure qui concerne une famille algérienne sur 4. Dès 1955, l'armée regroupe la population dans des camps, officiellement pour la protéger, en fait, pour priver l'ennemi de tout soutien. Ces regroupements, conçus par les autorités militaires, ne s'appuient sur aucun texte législatif. Plus de 2 millions de civils connaîtront ce sort. La pacification, ça consistait, pour l'armée, à raser les fermes isolées des fellahs dans le bled, pour les obliger à reconstruire de leurs propres mains leur mechta autour des postes militaires français, le tout cerclé avec des barbelés, pour faire ce que la France appelait des villages nouveaux ou villages de regroupement, et qui n'étaient rien d'autre que des camps de concentration de population civile. Et quand ces villages ont été faits, le commandant il a dit il faut que chacun ait sa carte nationale d'identité française. Et pour faire une carte d'identité, il faut une photo, tout naturellement. Le commandant a dit c'est Garanger qui va faire ça. Et en 10 jours, j'ai photographié 2000 personnes. J'ai mis toutes ces photos sur le bureau du capitaine français. Il s'est mis à hurler. Venez voir comme elles sont laides. Venez voir ces macaques, on dirait des singes. Si la France butait du Fel, comme elle le disait couramment, à tour de bras, et avec une telle facilité, c'est que c'était pas des êtres humains, c'était des bêtes. Ils vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables, qu'on descendait souvent des enfants morts ou qu'on descendait des enfants très faibles qu'on retapait. Heureusement, on en a sauvé quelques-uns. Mais les gens vivaient dans des conditions atroces, il n'y avait pas d'eau pour ainsi dire, ou très peu. Ils avaient des rations, mais en misérable. Ils avaient de quoi ne pas mourir de faim, disons. On accordait le droit aux Algériens d'aller travailler leurs champs 4 heures par jour, mais comme en général ces camps se trouvaient à des kilomètres de leurs champs, ils ne pouvaient pas y aller. Et donc toutes les personnes prises les armes, sans armes ou avec les armes à la main, dans ces zones interdites, étaient déclarées faits de la guerre. Voilà, donc, soit éliminé tout de suite, soit suspecté, emmené dans un camp, torturé et descendu. Et ça, on l'oublie complètement. Face aux horreurs vécues, des familles algériennes alertent directement les autorités françaises. 22 mai 55. Télégramme du député Ben Maled à Monsieur le Président du Conseil et à Monsieur le Gouverneur Général. Ému et indigné par exécution sommaire de 14 personnes désarmées, âgées de 40 à 65 ans, par troupes devant leur domicile, tous fellahs, à qui rien ne peut être reproché. 25 juin 55, lettre de veuve Slimani à M. Wegner, député à Paris. Sous les yeux de nos employés, de nos voisins, mon fils a été soumis à d'affreuses tortures, coups, électricité. Le mardi 21, mon frère Kébil Ali a retiré du puits le cadavre de mon fils. Juillet 55, lettre de M. Benjeloul. Des douars et des mechtas ont été incendiés, des femmes violées, des chefs de famille froidement abattus parce qu'ils protestaient. Ces plaintes ne trouvent pas d'écho en métropole. Non seulement la France reste sourde à l'ONU,
Mais elle réintroduit un décret abrogé à la libération de Paris par de Gaulle, la responsabilité collective. Ainsi, chaque habitant d'un village est tenu responsable d'actes d'un des siens. Les Algériens, considérés comme suspects, se trouvent internés sans jugement sur ordre du préfet. Un civil, Pierre Leclerc, qui partage la responsabilité du camp de Joffre, dénonce les mauvais traitements infligés aux prisonniers. Il termine son rapport en évoquant sa honte d'être français. Très vite, il est victime de menaces devant son fils. Des officiers sont venus chez nous, sont passés devant nous, je dirais, sans nous saluer, ont occupé pratiquement la maison, se sont installés avec mon père dans une pièce, un petit bureau annexe, et nous avons entendu les éclats de voix, les menaces. Bon, ça s'est très mal passé. Du reste, notre père a relaté sa conversation immédiatement après. Enfin, il était très secoué par cette affaire. Et c'était une menace de mort, très directement. Mais ça lui a été dit. Nous avons entendu dire, si vous restez ici, de toute façon, vous disparaîtrez, et tout ça, ben on mettra ça sur le dos d'une attaque du camp ou quelque chose de semblable. Avant d'être incarcérés dans un camp d'internement, les suspects se rassemblaient dans des centres de triage et de transit, qui permettent à l'armée de mener des interrogatoires en toute quiétude. Nous sommes partis en Algérie avec les consignes que l'on entendait politiques de maintien de l'ordre, de pacification, c'était le terme le plus souvent employé, c'était la contradiction totale. À la fois, on était chargé d'ouvrir les dispensaires, ouvrir les écoles, faire une véritable pacification, et d'un autre côté, pour les besoins du renseignement, ou suite à des opérations menées, à des captures de rebelles, on déclenchait donc tous les moyens pervers de torture pour l'interrogation. Et la nuit, on entendait les hurlements de ces gens. Et donc récupérer le matin les enfants alors qu'ils avaient entendu dans le camp les hurlements de leur peut-être père ou ami, c'était quand même pas très évident. Stanislas Hutin, fils d'un journaliste, prit de nombreuses photos de ses élèves, et entre autres, du petit Boutout. Il y a un gosse de 14 ans, par exemple, qui avait été pris lors d'une embuscade, je raconte ça dans mon journal, le petit Boutout, qui lui a été également passé à la magnéto. Je l'ai entendu la nuit, j'ai cru d'ailleurs au départ que c'était des cris de chacal, et je n'arrivais pas à penser et à concevoir que c'était le gosse que l'on torture. Comme il y avait d'autres prisonniers, je pensais que c'était les autres. Et c'est le matin que j'ai appris que c'était bien lui, le gamin, qui avait été passé à la magnéto. Je crois qu'il a fallu malheureusement attendre près de 40 ans pour qu'il y ait des aveux, je dirais, de personnalité. Tant est qu'on puisse être une personnalité quand on pratique des choses comme celle-là. Mais il faut bien dire qu'il a fallu attendre 30 ans ou 40 ans pour que, finalement, on ne puisse pas dire « ce n'est pas vrai ». Et dire « ça a été vrai, c'est vrai, je l'ai fait, je l'ai pratiqué, je n'ai pas de jugement à porter sur le général Massu ou le colonel Ossarès ou autre, mais que chacun prenne ses responsabilités. » Mais l'opinion publique française est largement complice de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je pense qu'on a une certaine idée de la France qui se révolte par rapport à des pratiques comme celle-là, mais finalement, quand on sait qu'elles ont eu lieu, on essaie de s'en défendre.